Messieurs, dames, bonjour ou rebonjour pour un certain nombre d'entre vous qu'on a déjà pu croiser tout au long de la journée. J'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie. Il est 17h, ça devient un peu difficile, il a fait chaud cet après-midi. On va tâcher de faire quelque chose de dynamique pour vous garder dans le bon mood. Merci d'être avec nous pour cette conférence presque de clôture pour ce qui est du planning de la journée, en tout cas pour cette salle. On va parler de mesures d'impact, beaucoup, on va vous parler de Bicorp, mais pas que. On va faire un premier petit jeu pour garder un peu d'énergie, en tout cas se réveiller si vous avez un coup de pompe, et puis nous, savoir un petit peu à qui on s'adresse et comment on va pouvoir interagir avec vous dans cette heure qui sera la moins descendante possible. Je vais vous poser 2-3 questions. Pour y répondre, c'est très simple, vous avez juste à vous lever si vous devez répondre par l'affirmative. Par exemple, qui ici connaît Bicorp ? Merci, c'était une facile pour être sûr que tout le monde se réveille. Qui pense vraiment connaître Bicorp ? Merci. Qui ici représente une entreprise labellisée Bicorp ? Ok. Qui représente ici une structure non lucrative, une association par exemple, une ONG ? Non ? Oui, 2, 3. Ok. Très bien. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Ah oui, est-ce qu'il y a des B-leaders, par exemple, donc notamment des indépendants qui ont suivi une formation pour pouvoir accompagner sur Bicorp ? Elisabeth, tu as tout fait. Merci, bon, très bien. Merci de vous être prêté un petit peu à l'exercice. Je m'appelle Thomas Brezard, je suis coprésident du mouvement des Bicorp en France. J'aurai le plaisir d'animer cette heure avec vous et avec notre panel. Donc je crois que voilà, je vais pouvoir vous le présenter rapidement. Elisabeth, qu'on ne présente généralement plus trop quand on parle de Bicorp, Elisabeth Laville. Merci d'être avec nous. Elisabeth Soublé, qu'on ne présente pas beaucoup plus d'ailleurs en général, mais qui s'investit beaucoup pour le mouvement en France depuis une dizaine d'années. Neila, qui travaille au sein de la structure Europe et avec qui on collabore régulièrement, surtout en ce moment avec l'arrivée des nouveaux standards dont on va vous parler un petit peu. Et puis Amici, qui s'occupe beaucoup de ces nouveaux standards pour la France. Merci encore aussi à toi d'être avec nous. Alors, pour démarrer, on voulait vous proposer d'emblée de nous poser des questions, avant même de démarrer, pour qu'on sache éventuellement vers où on peut orienter les échanges et les débats qu'on voulait avoir avec vous. Si vous arrivez avec une question précise que vous aimeriez d'ores et déjà poser, que vous puissiez nous la poser ici, qu'on l'ait en tête et que moi je puisse la voir pour orienter un petit peu les discussions. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code éventuellement. Et si d'aventure quelqu'un ici aurait envie de la poser tout de suite au micro, je suis prêt à me déplacer, à venir à vous pour vous permettre de la poser tout de suite. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question avant même de démarrer ? On va inverser un peu le fonctionnement habituel des conférences pour bien terminer la journée. Personne ? Oui, allez, je viens jusqu'à toi. Hop. Alors, j'insiste par contre, c'est une question. Uniquement. Quel est ton prénom ? Benjamin. Merci pour cette session à venir. La question que je me pose, évidemment j'ai hâte d'en savoir plus sur l'innovation dans la mesure, c'est est-ce que l'impact commence à être traduit en termes financiers ? Et est-ce que c'est une bonne question ? C'est peut-être une question con. Alors elle est tout sauf con, elle est même au cœur des sujets qui nous préoccupent en ce moment. Merci beaucoup Benjamin pour ta question que l'on va tâcher de traiter pendant cette séquence. Alors, bon, je ne vais pas vous faire un long pitch sur le mouvement Bicorp, vous connaissez. Aujourd'hui, c'est à peu près 450 entreprises labellisées en France, plus de 9000 dans le monde. C'est né il y a à peu près 17 ans aux États-Unis. On l'a importé en France par le biais d'Elisabeth Laville il y a presque 10 ans. On va bientôt les fêter. C'est un mouvement qui connaît un développement assez fort. Vous voyez, il y a 2 ans, on était à peu près 220 entreprises labellisées en France, 450 aujourd'hui. Vous voyez un peu la tendance. Notamment parce que c'est un label qui évolue continuellement et là il va connaître une forme de révolution dont on veut vous parler aujourd'hui, et une révolution qui à mon sens répond à un enjeu qui est sans doute commun à bien des mouvements, des labels, des dispositifs de mesure d'impact, avec une question ou une injonction qui est très difficile à traiter. Comment augmenter le niveau d'exigence, garantir la sincérité, la crédibilité des mesures, tout en étant plus inclusif. Parce que c'est bien de vouloir être plus exigeant, parfois plus radical, et d'être certain qu'on est très juste dans la mesure.
Mais aujourd'hui, le principal enjeu, c'est pas qu'on soit 450, c'est qu'on soit plutôt 4500, c'est qu'on sache travailler de concert avec le mouvement Impact France, évidemment, avec le Centre des jeunes dirigeants, avec la communauté des entreprises à mission, avec tous ces mouvements-là pour ensemble faire émerger des entreprises qui peuvent avoir un plaidoyer commun. Et donc c'est extrêmement difficile d'à la fois crédibiliser un label en le rendant plus difficile, parfois plus exigeant, et en même temps de le rendre plus accessible pour garantir que demain, on aura d'autant plus d'entreprises qui pourront rendre ce mouvement plus large. C'est de ça qu'on essaie de traiter depuis maintenant 3 ans, qu'on a opéré un travail de refonte de nos standards, et c'est donc de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Pour ce faire, je vais donc te donner la parole à Missy pour que tu nous expliques un petit peu la démarche dans laquelle le mouvement s'est engagé depuis maintenant 3 ans, et surtout que tu puisses donner des points clés sur les nouveaux standards à venir au niveau de Bicorp, avec notamment les principaux changements par rapport à la structure actuelle. Merci beaucoup et merci à tous et toutes d'être là. Donc, comme tu l'as rappelé, Thomas, les standards, ils sont vraiment au cœur de notre mouvement et de tout ce qu'on fait, que ce soit de la démarche de labellisation des entreprises, à l'accompagnement des entreprises dans leur démarche d'impact. Et on s'appuie aussi sur nos standards pour tout ce qui est plaidoyer politique, etc. C'est vraiment au fondement de tout ce qu'on fait. Jusqu'ici, nos standards, ils étaient matérialisés par un questionnaire, le B-Impact Assessment, qui est un questionnaire d'auto-évaluation accessible gratuitement en ligne, donc qui s'adresse également aux entreprises qui ont envie de se lancer dans cette démarche de mesure d'impact sans forcément aller vers la labellisation. Donc voilà, il y a toujours eu cette question d'accessibilité du questionnaire à toute entreprise qui le souhaite. Et donc ce questionnaire, c'est une manière pour les entreprises de s'auto-évaluer, de mesurer leur impact social, sociétal et environnemental à travers 5 domaines d'impact qui sont gouvernance, collaborateurs, collectivité, environnement et clients. Les standards, il y a eu des mises à jour continuelles tous les 3 ans pour s'adapter aux enjeux sociaux et environnementaux. Mais c'était des mises à jour qui étaient incrémentales. Et là, on va être vraiment dans une remise en question beaucoup plus profonde. Pour finir sur le BIA actuel, pour que vous compreniez bien le changement qui va s'opérer, actuellement, il y a une partie de notre questionnaire qui était notée. Et selon notre système de labellisation et nos standards actuels, il y avait une exigence de performance pour être labellisé Bicorp qui fait qu'il faut avoir au moins 80 points donc sur la partie notée, vérifiée, c'est-à-dire après l'audit, sur le BIA, et ces 80 points pouvant être répartis de manière flexible entre les 5 domaines d'impact. Il y a plusieurs questionnements qui nous ont mis sur le chemin d'une évolution assez radicale de nos standards. On a constaté certaines limites et défis de notre système de labellisation actuel. Et en parallèle, il y avait cette évolution, c'est vrai que Bicorp a démarré en 2006. Depuis 2006, les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux ont évolué, les attentes de nos parties prenantes également. Et donc tout ça nous a décidé, dans les années 2019-2020, à opérer un grand changement très significatif de nos standards. Donc ce projet a démarré en 2020, il a impliqué beaucoup de parties prenantes, ça a été très participatif, et on avait 3 grands objectifs sur l'évolution de ces standards. Nos 3 objectifs, ce sont l'impact, la clarté et l'interopérabilité. L'impact parce qu'on cherche vraiment à recentrer nos standards autour des questions les plus urgentes, les plus importantes, qui sont nécessaires pour la transformation des entreprises. Et on va vraiment chercher à susciter les actions les plus efficaces pour les entreprises. Il y a vraiment cette notion d'urgence de l'action. Le deuxième objectif, c'est la clarté, qui répond à une limite de nos standards actuels. On veut vraiment clarifier ce que signifie qu'être une Bicorp et ce qu'il faut faire pour y arriver. Du coup, il y a cet enjeu pour les entreprises Bicorp, pouvoir parler de façon plus claire de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont, et pour les entreprises qui s'intéressent au label, d'avoir une idée plus claire de ce qu'il faut faire pour atteindre ce label. Et le troisième objectif dont on reparlera aussi avec nos différents intervenants, c'est l'interopérabilité. L'idée, c'est vraiment de créer des ponts, comme tu disais Thomas, avec les autres standards existants, les autres référentiels. De ne pas créer quelque chose en plus, mais de vraiment créer des ponts et favoriser
ces liens, notamment aussi avec les nouvelles réglementations qui arrivent notamment au niveau européen. Donc notre référentiel va évoluer. Ce ne sera plus le questionnaire actuel organisé en 5 domaines d'impact. Les nouveaux standards ils vont se concentrer sur un certain nombre de thématiques qu'on considère essentielles, importantes, enfin les thématiques les plus importantes à traiter aujourd'hui, donc qui sont réparties sur les sujets sociaux, environnementaux et sociétaux. Et on sort aussi de ce système de points. Il n'y aura plus de score, il n'y aura plus ce système de 80 points, mais il y aura un nombre d'exigences non négociables à remplir pour pouvoir être labellisé B Corp. Donc un certain nombre de critères sur ces différentes thématiques. Si on peut juste passer. Voilà, pour vous montrer à quoi vont ressembler les nouveaux standards. Donc la roue que vous voyez à droite, ce sont les différentes thématiques les plus urgentes, les plus importantes. Donc on a mission et gouvernance des parties prenantes, culture d'entreprise, salaire équitable, justice, équité, diversité et inclusion, le sujet droits humains, le sujet action climatique, le sujet gestion environnementale et circularité, le sujet affaires publiques et action collective, qui est assez nouveau, qui couvre ce qu'on pourrait appeler le lobbying positif. C'est le fait de se rassembler pour avoir une action commune, pour faire bouger la réglementation et la réglementation notamment. Et on a ensuite des thématiques d'impact complémentaires qui rassemblent tous les autres sujets qui seront matériels pour l'entreprise, mais qui ne seront pas, qu'on ne voit pas apparaître sur ces thématiques. Donc ça, c'est les thématiques sur lesquelles il y aura un certain nombre d'exigences non négociables, on va dire. Pour vous donner un exemple sur la thématique action climatique, on va avoir trois sujets clés dans cette thématique. Le premier, donc pour toutes les entreprises, ça va être mesurer son empreinte carbone sur les 3 scopes. Le deuxième sujet qui correspond à une exigence, ça va être de se fixer des objectifs conformes à la science pour contribuer à un monde bas carbone, donc en accord avec les accords de Paris. Et le troisième objectif, ça va être de définir et mettre en place un plan de transition climatique pour y arriver. Donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur, leur localisation géographique, devront se conformer à ces exigences-là. Sachant que, comme dans les standards actuels, on a tout un pan des nouveaux standards avec des différents mécanismes qui permettent d'adapter les exigences tout de même à la taille, au secteur et à la localisation géographique. On a pensé à un certain nombre de mécanismes là-dessus. Voilà, donc en résumé, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on quitte ce système de questionnaire avec cette flexibilité des 80 points et on passe à un système où il y a des thématiques avec des exigences non négociables. Merci Amici. Et puisqu'on est aux universités du MIF, sachez par exemple que dans la toute nouvelle version que l'équipe du MIF vient de lâcher sur l'Impact Score, il y a évidemment des zones d'achoppement, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques communes qu'on considère ensemble être des thèmes qui se deviennent incontournables pour des entreprises qui se revendiquent engagées. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que demain, si vous voulez commencer à mesurer l'impact, l'Impact Score, c'est un super outil de mise à l'étrier. Et si demain, vous voulez mesurer avec une labellisation et une exhaustivité plus importante, vous pouvez aller vers B Corp, ce qui veut dire qu'il y a une continuité dans l'usage de ces outils-là. Peut-être, Elisabeth, toi qui travailles et accompagnes beaucoup d'entreprises sur des sujets de mesure d'impact, comment tu analyses l'évolution des standards de B Corp et cette forme de révolution par rapport à leurs attentes ou à leurs craintes ? Alors, je pense qu'il y a l'objectif, ça a été dit, c'était aussi de se dire, ça va avec le changement d'échelle un peu de B Corp. Il y avait des questionnements dans les écosystèmes de l'impact partout dans le monde sur le fait que mais pourquoi telle entreprise est certifiée ? Ah oui, mais d'accord, parce qu'elle est bonne sur l'environnement, mais sur les sujets sociaux, etc. Ou inversement, elle est très bonne sur le social, mais sur l'environnement, elle est à la ramasse. Et donc, le score, il est assez opposable, vérifiable, vérifié, etc. Mais ça suscitait des questions. Et donc, je pense que dans la montée en maturité, au fond, de la certification B Corp, l'idée c'était de se dire il faut qu'il y ait
exigences de résultats sur un certain nombre de sujets qui sont un peu les figures. Nous, on dit toujours il y a les figures imposées et les figures libres de la RSE, du développement durable ou de l'impact, ou de quelle que soit la façon dont on l'appelle. Bon, bah là, c'est pour entériner ça. Je pense que c'est une façon d'entériner le fait qu'il y a des figures imposées. Et que après, ça n'empêche pas de faire des figures libres. Hein. C'est pas, les métaphores sportives en ce moment sont bienvenues. Donc, si vous maîtrisez pas les figures imposées, par contre, vous ne devenez pas Simone Biles, quoi. Voilà, c'est ça, un peu ça l'idée. Et elle fait plus, cela dit, que les figures imposées. Donc voilà. Donc c'est la même chose dans les entreprises. Et au fond, je trouve que c'est ça qui est le plus marquant dans les nouveaux standards. Avec les IBM dont je reparlerai tout à l'heure, mais qui étaient déjà présents dans la version 6 précédente. Et ce qu'on constate, nous, alors pour le coup, dans les entreprises, c'est qu'on est tout autant contacté par des entreprises qui veulent devenir Bicorp et qui nous disent, bon, il faut que vous nous aidiez à rassembler les preuves, remplir le questionnaire, je ne sais pas quoi, anticiper, comment on fait pour progresser sur tel ou tel sujet, et de manière croissante, par des entreprises qui sont, de toute façon, dont la performance et en deçà de ce que demande Bicorp, donc qui de toute façon deviendront, ou qui n'ont même pas l'intention de l'être, mais qui veulent faire, comme on fait avec la CSRD, une sorte de gap analysis avec les standards Bicorp, existants ou futurs, en disant, on en reparlera tout à l'heure aussi, parce que Bilab Global a beaucoup fait, Europe a beaucoup fait de comparaison par exemple avec les ESRS de la CSRD et de manière assez précise, enfin quantitativement sans rentrer dans le détail, le constat là-dessus c'est qu'il y a 25% de trucs en plus dans les standards que ce qu'on trouve dans la CSRD. Donc les entreprises se disent, en fait qui peut le plus peut le moins, si je mesure mon écart aux standards Bicorp, évidemment les standards sont volontaires et pas réglementaires, mais ça me prépare d'une certaine façon. C'est vraiment le truc des figures imposées, des figures libres. Pour maîtriser les figures imposées, il faut bosser. D'une certaine façon, faire le gap analysis avec les standards, c'est une façon de se cartographier un plan de progrès, j'allais dire, pour les années qui viennent, qui n'est pas que un plan de conformité réglementaire. Ça répond à ta question ? Oui, bien sûr, Elisabeth, je ne saurais répondre autrement que par l'affirmative. Et puis en plus, tu offres une transition toute faite et une réponse en partie à une question qui a été posée justement sur Mentimeter. Naïla, je te laisse prendre le relais justement sur la dimension d'interopérabilité de ces nouveaux standards qui seront renforcés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et puis là, Elisabeth a introduit le sujet, donc tu peux continuer à le poursuivre. Oui, tout à fait. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus en fait, de motivation et d'incentives en fait, pour que les gens mesurent leur impact et l'améliorent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que beaucoup ici aussi y ont contribué. Et moi, je l'ai vu évoluer dans les années et j'en suis fière. Et le principe en fait, du mouvement Bicorp, qui va, comme disait Amici, au-delà de la certification, mais vraiment de l'idée de faire en sorte que les entreprises contribuent pour l'ensemble des parties prenantes, les standards étant un pilier de ce qu'on fait, c'est de créer des ponts et de faire en sorte qu'on y arrive. Donc pas forcément de déployer quelque chose de nouveau et qui sera forcément la vérité, mais de se dire en fait il y a tellement de méthodologies qui existent déjà aujourd'hui et qui ont justement beaucoup de mérite, mais ce qui manque beaucoup, ce qu'on entend de la part d'entreprises, c'est qu'on ne sait pas par où commencer, parce que est-ce qu'on agit au niveau d'un produit, est-ce qu'on agit au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on agit au niveau social, est-ce qu'on agit au niveau environnemental. Et donc vraiment l'essence des standards est faite pour qu'on ait une porte d'entrée et qu'on ait ce liant qui permet de connecter les différents standards. Et donc du coup, que ce soit des standards qui sont donc liés aux produits ou autres, ou des standards réglementaires. Maintenant, on voit l'évolution au niveau européen, avec, je pense que vous êtes plutôt familier déjà avec les sujets, mais donc il y a le CSRD, donc on a un point de vue reporting extra-financier. On va avoir les green claims qui vont arriver aussi derrière avec une première mise en application en 2026 et qui permettent de réguler pour qu'on sorte un peu de ce greenwashing et de cette latence de on est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose mais rien ne se passe. Et donc du coup les efforts de Bilab dans la définition des standards, on a déjà dans les standards existants sur l'ensemble de nos standards, on va avoir des standards qui sont équivalents, c'est-à-dire que si il y en a exactement 77, c'est-à-dire que pour ces standards-là, s'il y a déjà ce standard a été vérifié par un autre organisme qu'on reconnaît, on ne va pas demander à l'entreprise de refaire encore une vérification, on ne va pas la refaire non plus, mais on essaye justement de gagner le temps de tout le monde, le nôtre et le vôtre. Et on a des standards qu'on a appelés plus conceptuels,
qui sont à peu près équivalents, mais parfois ça va être une devise qui va être différente, par exemple, ou un périmètre là, légèrement différent, mais qui fait que l'entreprise a déjà en place le système de collecte de données et n'a pas besoin de mettre en place ou d'investir beaucoup en plus de ce qui est déjà nécessaire pour d'autres méthodologies importantes. Donc on essaye vraiment de garder cet esprit justement qu'on appelle interopérabilité pour économiser les efforts de tout le monde et faire ce pont entre les différents standards. Peut-être on peut dire aussi que, pour moi, c'est aussi une caractéristique culturelle historique de Bicorp. Je dis ça parce que nous, quand on s'est engagé là-dedans il y a 10 ans, c'était vraiment... Moi, je détestais les labels. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais non, mais un des trucs, moi, qui m'a plu, c'est que Bicorp ne passait pas son temps à expliquer que c'était meilleur que les autres et que les autres, ça valait rien. Ce qui est en général le risque, on va dire, des organismes qui gèrent des labels, et qu'il y a eu tout de suite, et d'ailleurs le BIA version 1 a été fait de mémoire par la Fondation Deloitte à partir de tout ce qu'il y avait, en disant on va essayer de combiner tout ça pour avoir une espèce de super questionnaire. Et ça reste vrai, c'est-à-dire qu'il y a des ponts avec les labels produits, ce que tu as très justement souligné. Il y a des ponts avec le 1% for the Planet depuis toujours. Donc si vous êtes dans d'autres... Il y a des ponts avec la société à mission, en France et dans les autres pays où il y a une réglementation à peu près équivalente. Et c'est quand même hyper précieux pour les entreprises, parce que le sujet, c'est pas est-ce qu'il vaut mieux faire Bicorp ou autre chose, c'est comment Bicorp est éventuellement complémentaire avec ce que j'ai déjà ou avec ce que je pourrais vouloir faire demain. Et effectivement, comment j'évite de faire 3 fois la même chose pour 3 organismes différents. Donc c'est vraiment cette caractéristique culturelle, cette volonté de bâtir des ponts plutôt que des murs. Ça me paraît, moi en tout cas, c'est un des trucs qui m'a plu et qui continue, même si c'est plus challenging de faire des ponts avec la CSRD vu la complexité du machin, mais c'est tout à votre honneur de le faire, qui continue à être vraiment plaisant, quoi. Il y a, de toute façon, pour être assez concerné par tout ça avec mon entreprise Norcis qui compte près de 700 salariés, qui est labellisée, c'est que là où la CSRD va être une norme à laquelle je vais me conformer avec l'entreprise, Bicorp, c'est plutôt un défi que je veux relever pour faire progresser. Et là, des exemples, il y en a pléthore. On parlera tout à l'heure des modèles d'affaires à impact, en vous donnant quelques exemples, parce que c'est pour moi ce qui fait la plus grande force de Bicorp et qui malheureusement est trop méconnu. Mais c'est bien à ça qu'on veut répondre. Neila, tu disais, un des piliers du mouvement Bicorp, ce sont les standards. Il y en a un autre, et là je me tourne vers toi, Elisabeth Soublé cette fois-ci, c'est la notion d'interdépendance, c'est-à-dire la capacité des entreprises en tant que communauté à coopérer pour démultiplier l'impact. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être amélioré, en tout cas qu'on veut continuer à améliorer. Et donc là, les nouveaux standards, ils veulent y répondre aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ? Oui, donc dans les nouveaux standards, il y a toute une section que vous voyez là sur ce qu'on appelle l'action collective, collective action en anglais, et le plaidoyer positif. On sait tous que faire quelque chose de bien dans son coin, ça c'est mérite, mais faire quelque chose de bien tous ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Donc là, on va mettre vraiment en place des exigences de coopération avec ses pairs, avec des instances, des industries, avec des territoires ou des villes, ou au niveau d'un pays ou d'une région comme l'Europe, pour que chaque entreprise prenne aussi ses responsabilités par rapport à ses relations. C'est surtout ça. Dans BIA actuel, on appelle ça collectivité, mais c'est nos relations en fait par rapport aux autres. Et c'est très important qu'on fasse accroître ça. Voilà. Peut-être, si je peux rebondir, j'ai assisté ce matin aussi à la conférence sur justement sur des coalitions qui se font entre les secteurs, et c'est des choses qu'on voit beaucoup dans le mouvement Bicorp, soit qu'on essaye parfois de créer, ou qui se font de manière naturelle. C'est-à-dire que ça devient, au-delà même des standards, une communauté donc, d'entreprises qui ont des choses en commun et qui veulent faire bouger les choses. Et il y a des choses, il y a des directives, des réglementations ou des considérations qui sont plus spécifiques à un secteur et qui fait que quand on s'unit, finalement, on a plus de poids, que ce soit pour aller au-delà de lobbies existants, que ça coûte cher d'un point de vue légal, ou juste de mettre en fait une nouvelle ligne pour dire voilà, c'est maintenant qu'on va faire et on va se différencier sur autre chose. On va faire en sorte que nos produits soient sains et on va se différencier sur le goût, sur notre savoir-faire, sur autre chose. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et c'est quelque chose qui était pas, encore une fois, qui n'est pas venu avec les standards, mais qui est venu vraiment de manière organique. Les fondateurs du mouvement Bicorp n'avaient pas prévu à la base
de gérer une communauté. Ils se retrouvaient avec une communauté, donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on en fait, on va la faire grandir. Mais à la base, eux, c'était de se dire comment est-ce qu'on protège une entreprise qui se fait racheter et qui a une mission et qui croit pour avoir des garde-fous dans sa croissance et garder justement un impact sociétal positif. Donc ça, c'est encore une fois moi quelque chose que je trouve vraiment fascinant et que j'encourage de plus en plus. Alors, avant de glisser sur des exemples concrets à travers notamment les modèles d'affaires à impact, je vois quelques questions. Je vous propose qu'on les traite tout de suite, comme ça on est sûr de ne pas les oublier. Peut-être à commencer par celle de Benjamin, qui a su se jeter à l'eau tout à l'heure avec sa question. Elisabeth, je sais que vous faites beaucoup de choses sur la mesure économique. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ou partager quelques retours sur la façon dont on peut et l'importance de pouvoir mesurer les retours économiques, retours financiers de l'engagement et de l'impact? Ouais, alors ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les standards le font pas. Enfin, il faut poser c'est-à-dire que quand vous remplissez le BIA à date et demain, ça, je pense que ça sera pareil. Le truc n'est pas complètement figé encore, donc ça peut bouger, mais vous remplissez des données économiques qui servent à vous situer dans des catégories, etc. Vous remplissez des données d'impact, on va dire. Il n'y a pas de corrélation qui est faite par l'outil entre l'un et l'autre. Ça bip. Ils sont tous allumés, je pense que c'est pas top. J'y connais rien au micro en même temps, mais je crois que quand ils sont prêts... Voilà. Et donc, il n'y a pas de corrélation qui est faite à proprement parler. En revanche, et c'est un autre truc pour moi très différent d'Ambicorp et qui est extrêmement... qui est une force vraiment de l'approche, c'est que dès que vous revendiquez une pratique mieux-disante sur les achats, d'ailleurs c'est la même chose sur les RH, mais dès que vous revendiquez une pratique mieux-disante, on va vous dire ok, quelle part de ton chiffre d'affaires est concernée par ce que tu me dis et sur quel référentiel externe ça s'appuie. Ça, c'est le point avec les référentiels. Et ce lien au chiffre d'affaires, en fait, il est déterminant parce qu'il est unique chez Bicorp. Et pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est le cœur c'est le point d'acupuncture sur lequel il faut s'appuyer pour transformer les boîtes. En gros, si on ne transforme pas l'offre, on ne transforme quand même pas grand-chose au bout du compte. Et donc cette idée... Donc, en gros, si vous avez une pratique hyper mieux-disante, mais que ça représente 1% de votre chiffre d'affaires, 2%, 3%, et ben ça ne représente rien et vous n'aurez pas les points. En fait, très peu. Donc pour moi, c'est le pont principal qui est fait avec les résultats à date, en sachant que, évidemment, je n'ignore pas que le chiffre d'affaires, ça n'est pas du résultat et que vous pouvez faire beaucoup de chiffre d'affaires avec des produits verts et avoir in fine une boîte qui ne serait pas rentable. Mais ce sujet-là, à date, il n'est pas traité formellement par le BIA. Bon, il est évident néanmoins qu'aujourd'hui, si on veut convaincre le monde économique conventionnel de l'intérêt d'aller vers des stratégies d'impact, il faut prouver qu'on s'y retrouve, y compris au niveau économique. Moi, je prends un exemple en lien avec l'introduction des coprésidents du MIF de ce matin, qui ont notamment parlé de santé mentale. Si vous êtes en capacité aujourd'hui d'accompagner vos salariés vers du mieux-être en entreprise, ça va forcément avoir des conséquences sur, par exemple, la réduction du turnover. Et au sein de Norcis, par exemple, nous, on mesure ce qu'on appelle des coûts cachés. Typiquement, combien nous coûteraient les efforts de recrutement si on avait le même turnover que le marché. Ça, c'est un gain économique. Par ailleurs, on est aussi capable de dire on a 3 fois moins de turnover que le marché. Par contre, ce qui est très difficile à prouver, c'est la causalité directe entre une action et sa conséquence. Par exemple, de dire oui, puisqu'on fait des semaines adaptées en fonction du contexte de chacun, une alimentation saine et du yoga, oui, on a moins de turnover. C'est trop caricatural. C'est ça qui est difficile à prouver en règle générale. Mais par contre, il faut s'évertuer au maximum de le prouver parce que c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre nos écosystèmes, fournisseurs, clients et le monde économique au sens plus large du terme. Et sur la santé mentale, c'est sans doute un des très gros sujets du moment. Oui, alors par contre, il y a pas mal d'études quand même. Il y a des études en Angleterre, à l'international. Nous, on en avait fait une en France après le Covid. Alors c'était déclaratif, mais j'avais vu ça dans la Harvard Business Review. J'avais trouvé ça pas débile. C'est de demander aux chefs d'entreprise, qui sont Bicorp en l'occurrence, on avait fait est-ce que vous avez une croissance supérieure à celle de votre marché? Est-ce que vous considérez que vous avez été plus résilient pendant le Covid? Et les chiffres étaient quand même très très hauts. Et notamment en comparaison au marché et aux concurrents. Donc voilà, pour l'instant, on a ce type de chiffres-là. Si je poursuis dans les questions, j'en vois notamment la partie prenante fournisseur est prise en compte à quel endroit. Ça me permet de partager un truc, c'est que ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est un changement de paradigme où maintenant ce qu'on va dire, c'est pour faire de l'impact, on doit faire ensemble. Donc on arrête de s'engager pour les clients, pour les fournisseurs, pour les salariés. On a des enjeux communs.
la diversité, l'inclusion, le climat, et donc on va œuvrer ensemble. Donc en fait, les fournisseurs, par exemple, et je te regarde là ici pour que tu puisses compléter, mais au même titre que d'autres parties prenantes, sont présentes à bien des endroits de ces nouveaux standards. Peut-être sur les fournisseurs spécifiquement, si tu veux répondre. Oui, alors ils étaient déjà présents effectivement dans les standards actuels. Ils le sont d'une autre manière dans les nouveaux standards. Effectivement, on va les retrouver dans différentes thématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon la taille de l'entreprise, il y aura plus ou moins d'exigences. Plus l'entreprise va être grande, plus il y aura un nombre d'exigences important. Et les fournisseurs, on va beaucoup les retrouver, notamment dans les plus grandes entreprises. Sur la partie droits humains, bien sûr, les nouveaux standards vont demander aux grandes entreprises de connaître, donc de mesurer l'impact dans leur chaîne de valeur sur le sujet droits humains. Sur le sujet climat, c'est pareil. Et après, ça va plus loin parce qu'on va demander à l'entreprise de travailler de concert avec les fournisseurs, avec la chaîne de valeur, pour identifier les risques potentiels qu'il peut y avoir, les problèmes, et de participer à la résolution de ces problèmes. Donc d'engager effectivement une concertation, un travail commun sur les sujets. Donc il y a droits humains, action climatique, gestion environnementale et circularité aussi, où on va traiter les sujets de biodiversité, d'eau. Là, bien sûr, la chaîne de valeur va être aussi bien identifiée comme telle dans les exigences des nouveaux standards. J'ai une question sur l'entrée en vigueur de ces nouveaux standards. Alors, la publication du contenu des nouveaux standards, donc ils seront rendus publics au début de l'année 2025. Là, ils sont encore en cours de finalisation. Et alors après, on va rentrer dans une longue période de mise en œuvre opérationnelle des nouveaux standards. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à l'échelle de B-Lab, ces nouveaux standards, ça a énormément d'implications en interne, puisqu'en fait, ça nous oblige à revoir toute notre organisation. L'outil BI va évoluer, tout le modèle de labellisation, d'audit, etc., tout ça, ça va évoluer, notamment aussi, c'est dû aux réglementations européennes qui vont arriver, les nouvelles directives européennes, Green Claims, etc. Donc on essaie de s'accorder à tout ça. Le timing est donc assez complexe, on va dire. Et donc la mise en application, ça va être courant 2025, 2026, et même au-delà, parce qu'il va y avoir aussi une phase de transition. Vous imaginez bien que de passer de ces standards actuels aux nouveaux standards pour toute la communauté Bicorp, plus toutes les autres, mais bon, en particulier pour la communauté Bicorp, ça va être quand même assez long en termes de mise en place. Donc voilà, on est plus sur entrée en vigueur opérationnellement courant 2026, même 2027 et au-delà. Alors, il y a quelques questions très précises ou techniques, donc je vous propose de les garder pour la fin ou de les traiter a posteriori si besoin pour être le plus inclusif possible. J'ai une question sur la notoriété de Bicorp auprès du grand public. Je sais qu'il y a une étude européenne qui avait été menée. Naïla, est-ce que toi, tu as des éléments peut-être à partager là-dessus ? Alors, pas tant de chiffres que ça, vous me pardonnerez pour ça, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait en fait beaucoup plus de connaissances, enfin que le grand public avait plus de connaissances que ce qu'on pensait. Et ça nous a beaucoup étonnés, surtout dans les pays en Europe de l'Est, par exemple, où on était beaucoup moins présents. Et ça nous donne de l'énergie, parce que c'est pas forcément de la communication. Nous, on parle beaucoup surtout à des entreprises, à une communauté de business. Mais on se rend compte que c'est quelque chose qui justement gagne en termes de notoriété, du fait qu'on garde cette exigence et ce niveau des standards, que les entreprises, qui sont les principaux ambassadeurs, agissent aussi à leur niveau, et qu'il y a vraiment cet effet de démultiplication. Donc, encore une fois, je m'excuse, je ne donnerai pas de chiffres sur l'étude, mais je vous invite à regarder le report qu'on a fait pour B-Lab Europe de 2023, qui vient de sortir sur notre site, et où on a mis beaucoup plus de détails aussi sur cet aspect-là. Oui, il y avait des études qui avaient été faites aussi par Piper ITSIC au moment où ils ont été certifiés, dans tous les pays où ils étaient présents. Et les études que j'avais vues, j'ai plus les chiffres en tête non plus, mais en tout cas étaient suffisamment importantes en notoriété spontanée et en notoriété assistée pour qu'ils décident de faire leur publicité principale là-dessus pendant un an. Et puis quand on a fait cette mesure dont je parlais, du coup entre-temps j'avais retrouvé les chiffres, il y avait une question sur la notoriété du label, est jugée satisfaisante par 77% des entreprises Bicorp interrogées, chez les salariés et les candidats, 64% des entreprises pour ce qui concerne les clients professionnels, B2B, et 55% des entreprises pour ce qui concerne les consommateurs et le grand public. Et 100% des entreprises disent que ça a renforcé leur notoriété, leur image auprès des clients, donc c'est bien que c'est connu, sinon ça ne marcherait pas. Et puis, sur l'aspect, pour répondre complètement sur l'aspect performance, parce que comme j'ai retrouvé les chiffres, je vous les donne,
C'était il y a 2 ans, donc voilà. 88% des entreprises interrogées, des Bicorp, donc françaises, disent qu'elles sont en croissance de plus de 20% depuis leur certification. Ça ne dit pas de quand date leur certification. 67% des entreprises interrogées sont convaincues que leur certification Bicorp a eu un impact positif sur leur stabilité et leur croissance. 84% disaient avoir été plus résilientes que leur marché pendant le Covid. Et 50% des entreprises françaises Bicorp disent que leur chiffre d'affaires croît plus vite que la moyenne des entreprises de leur secteur. Ça, c'est 50, plus vite. Et 40% disent au rythme du secteur. Donc, dans tous les cas, elles se portent plutôt pas si mal. Voilà, tu vois, Neila, finalement, pas de chiffres, c'est pas grave, parce qu'Elisabeth, elle en avait Ouais, un paquet. j'ai eu le temps de les retrouver, c'est pour ça. Peut-être Elisabeth Soublé, je dois préciser à chaque fois pour pas qu'on s'embrouille. Toi qui as cofondé Squeeze, une des entreprises Bicorp en France avec le score le plus élevé, même si bon, bientôt cela ne sera plus visible, et notamment vous faites des gourdes, je crois qu'il y en a une qui est sur cette table-là. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment toi justement ça t'a aidé à développer la marque, à peut-être interagir avec vos clients par rapport à la question qui t'est posée sur la notoriété? Oui, Bicorp, c'est quelque chose qui nous a aidés par rapport à la compréhension de notre démarche. On reste une TPE, on reste une petite entreprise, et quand on se présente à des potentiels financeurs, des clients, etc., Bicorp, c'était quand même une carte de visite importante. Notamment, je pense à une fois quand on a été interrogé par une grande chaîne de parapharmacie en Allemagne, potentiellement qui référence notre produit par rapport à nos concurrents, ils nous disaient que ça comptait pour pas mal, en fait, le fait qu'on a obtenu le label Bicorp, vu son exigence. Donc ça, c'est quelque chose qui compte pour, évidemment, ceux qui connaissent, et par rapport à nos clients. J'aurais plus de mal à dire. Je ne suis pas sûre que la reconnaissance publique va jusque-là. Mais on continue à la mettre fièrement sur nos produits, sur nos packaging, pour que les gens s'intéressent et se demandent qu'est-ce que c'est ça, et qu'ils aillent plus loin dans la découverte de cette démarche pour les entreprises. Si je peux juste rajouter une chose par rapport à une chose précédente, où on est totalement d'accord que, de façon générale, les Bicorp, vu qu'ils pensent plus long terme, sont très probablement plus résilientes et potentiellement aussi dans un environnement concurrentiel, sont plus performants. En même temps, j'aimerais juste dire, puisque plusieurs choses peuvent être vraies à la fois, que c'est aussi pas le but, dans la mesure où, si vous connaissez des gens qui veulent devenir Bicorp pour gagner plus de fric, vous leur dites de choisir autre chose. Simplement, puisque ça serait trop dommage. Le B dans Bicorp, c'est pour bénéfice, c'est pour changer l'économie, pour comprendre qu'il y a d'autres types de bénéfices que financiers, pécuniaires, que notre système économique est cassé aujourd'hui. Il repose beaucoup sur beaucoup de travail non rémunéré, des parents qui restent à la maison, des gens qui prennent soin des autres, etc. Et que pour changer ce système, c'est difficile de dire, et en même temps, on gagne dans le système actuel, parce qu'on ne va pas pouvoir le changer derrière. Donc, c'est un grand et. Tant mieux si les Bicorp sont plus performantes économiquement, etc. Et ce n'est pas exactement le but. C'est de penser plus large, de changer l'économie, de changer notre vision de la valeur et tout ça. Donc c'est un grand et. Merci. Voilà, tout ça, on ne le fait pas tant pour un tampon et une notoriété que parce qu'on a envie de faire progresser nos organisations. C'est d'ailleurs pour ça que ces nouveaux standards, c'est le fruit d'un processus de 3 ans de consultation auprès des Bicorp, mais aussi auprès de la société civile partout dans le monde. Neila, c'est combien? 16 000, 17 000 feedbacks? 16 000 feedbacks. Voilà, 16 000 personnes qui ont proposé des améliorations, qui ont fait des suggestions pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit le plus représentatif de l'attente des citoyens, des parties prenantes. Donc c'est un énorme boulot. Je fais le lien avec 2 dernières questions avant d'aller sur les IBM quand même, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse le faire. Ce sont des questions, je me tourne plutôt vers toi Amici, et qui concernent les exigences de base en lien avec les critères d'éligibilité et les délais de certification. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, on a surtout parlé là des exigences de performance, donc sur les thématiques en question. Il y a une brique initiale à côté de ces exigences de performance qu'il faut bien avoir en tête dans les nouveaux standards. C'est les exigences de base qui seront le premier passage de l'entreprise, on va dire, dans ce chemin de labellisation. Dedans, il y aura les exigences d'éligibilité.
Voilà, l'idée de B-Lab en développant cette nouvelle brique au fondement de la labellisation, c'est que chaque entreprise puisse être plus rapidement qu'aujourd'hui fixée sur son éligibilité au label. Je sais qu'historiquement et aujourd'hui encore, il peut y avoir des grosses interrogations puisque le processus de B-Lab de développement autour de l'éligibilité repose sur des longues analyses de secteurs qui parfois sont controversés, etc. Ça dure extrêmement longtemps. Il y a beaucoup voilà, on sait qu'il peut y avoir beaucoup de temps qui passe et ça peut être frustrant pour les entreprises. Donc l'idée dans les nouveaux standards, c'est d'avoir une approche différente, que les entreprises puissent être fixées plus rapidement en amont, avant de passer tout le processus autour des exigences de performance et des thématiques. Donc ça, c'est sur les questions d'éligibilité. Toute la question de l'évaluation des risques, elle est en train d'être repensée aussi. Jusqu'à maintenant, il y avait des notes de position qui étaient développées au fur et à mesure qu'on identifiait des industries controversées. Je ne suis pas sûre que ça restera dans les nouveaux standards. C'est encore en réflexion. Ils sont en train de revoir leur approche sur cette notion d'évaluation des risques. Donc voilà, mais l'idée, en tout cas, c'est d'agir plus en amont et que les entreprises puissent être fixées plus rapidement. Alors tout ça, on le fait parce qu'on croit que l'entreprise peut se mettre au service du bien commun, ou je veux dire du mieux commun, comme disait Pascal Demurger ce matin. Et donc pour ce faire, il y a peut-être la partie la plus méconnue et qui a le plus de valeur ajoutée pour progresser au sein du dispositif et de ce qu'est B Corp. Ce sont donc les modèles d'affaires à impact. On dit IBM en anglais pour Impact Business Models. Il y en a 23. Ce sont 23 façons différentes de contribuer au mieux commun par le modèle d'affaires, par le business. C'est ce que disait Elisabeth. Le B, c'est pas pour faire plus de fric et plus de business, c'est pour faire plus d'impact, plus de bénéfices au service de la société. Et donc, ce que je propose, c'est que peut-être chacun d'entre nous puisse en partager un qu'il aime, qu'il apprécie, qui lui tient à cœur, qui a été déterminant, en particulier pour les deux Elisabeth. Moi, je veux bien en partager un aussi, pourquoi pas, mais qu'on puisse, ce faisant, donner un peu à voir sur ce qui se cache derrière les standards, puisque ces IBM vont perdurer. Tu ouvres ? Non, vas-y, je t'en prie. Quand Norcis a fait sa première labellisation, on était assez convaincus qu'on avait un modèle déjà assez redistributif. Alors nous, on fait des systèmes d'information sur mesure, beaucoup dans la santé, pour l'assurance maladie, des caisses de retraite, dans la transition écologique, mais aussi dans le retail, dans le secteur bancaire. Donc on a 50% de nos clients qui sont des clients publics. Donc faire du business pour l'intérêt général, on se situe déjà plutôt bien. Mais après ça, une fois que vous avez créé de la richesse, qu'est-ce que vous en faites ? Et nous, on avait depuis 20 ans une fondation, on redistribue de l'argent aux salariés, donc on se disait on est déjà pas mal lotis. On avait une des premières fondations d'entreprise pour les PME en France. Et on découvre à travers les IBM qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas du tout identifié, c'était la redistribution au service de l'intérêt général, mais des bénéfices, en ayant un fonds qui soit actionnaire de l'entreprise. Et donc on a créé il y a 2 ans, et ça me tient vraiment à cœur, un fonds actionnaire. Donc on a transmis une partie du capital de l'entreprise à ce fonds, qui ne peut servir donc que des causes d'intérêt général pour financer, notamment dans l'informatique, dans le digital, des projets open source au service du bien commun, dans la santé et la transition. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très intéressant parce que ce n'est plus un argent que vous décidez d'allouer d'année en année en fonction de ce que vous avez envie d'attribuer. C'est une obligation que vous vous fixez parce que le fonds est actionnaire et donc, à ce titre, doit nécessairement bénéficier de dividendes. Après, libre à vous de déterminer le volume de dividendes qu'il percevra. Mais c'est quelque chose qui nous a pas mal bousculé parce qu'on se pensait bon et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises de par le monde qui faisaient beaucoup mieux que nous. Et donc, ça nous a beaucoup chahuté et on s'est dit maintenant comment on va mieux faire. Et aujourd'hui, on fait partie des, je crois, 20 seules entreprises en France qui ont ce qu'on appelle un fonds de dotation actionnaire de l'entreprise. Voilà comment les IBM peuvent aider à mieux faire pour le bien commun. Le mieux commun, pardon. C'est l'exemple des IBM chez nous que tu veux, là, c'est ça ? Ouais, je pense que c'est plus parlant. Ouais. Alors nous, dans le conseil, nous on en est à la 4e recertification là. Dans le conseil, c'est simple, il y a un IBM qui est hyper fort, qui est la progression des clients, forcément. C'est en gros, si je ne fais pas progresser mes clients, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est en réalité assez compliqué, parce qu'il faut le documenter. Bon, alors, depuis qu'on n'est plus en charge de B Corp en France, on peut utiliser le fait que les clients accèdent à la certification comme un truc de mesure, à la certification, à la société à mission. Toutes les missions climat, c'est assez facile parce qu'on arrive à mesurer, en tout cas, la progression du client. J'avoue qu'à titre personnel,
on a encore, avec l'équipe, beaucoup de discussions parce que finalement, j'ai quand même tendance à penser aussi que les entreprises qui viennent nous voir, c'est d'emblée celles qui ont le plus envie de progresser. Donc est-ce qu'elles font cette progression parce qu'elles bossent avec nous ou est-ce qu'elles font cette progression parce qu'elles avaient de toute façon décidé d'avancer et que du coup elles viennent voir Utopie. Donc bon, disons que je m'attribuerait pas, on répond au questionnaire avec un maximum d'éléments quantifiés. En fait, la question, c'est comment on objective le fait qu'on fait progresser les clients. Bon, donc ça, c'est un sujet qui nous intéresse et on travaille beaucoup sur comment on va pouvoir peut-être plus régulièrement faire. On fait pas mal d'études d'impact. Sur les études d'impact, c'est plus facile. Si toutefois, on a un point d'entrée, un point de sortie. Donc on essaie de réfléchir aussi à des formules. Typiquement, on reprendrait une espèce de température. On ne va pas leur refaire faire un BIA chaque année, surtout pour ceux qui ne sont pas Bicorp, c'est un peu relou. Mais peut-être plus avec des systèmes comme l'Impact Score, d'ailleurs. Essayer d'avoir une mesure régulière de la progression pour pouvoir en faire. Je rêve d'un monde où on pourrait être incentivé là-dessus. Mais très franchement, ça fait 30 ans que j'essaie, j'y arrive pas, donc j'en continue à en rêver. Voilà. Et puis sinon, nous, l'autre IBM qu'on est allé chercher assez vite, parce que ça correspond à un sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'IBM Développement économique local, qui, en son état actuel, est un tout petit peu, bon, en l'occurrence, nous, ça nous embête pas, mais orienté vers l'actionnariat local. Je dis ça notamment par rapport à mes clients qu'on accompagne sur la contribution, l'ancrage local, etc. Et si l'actionnariat n'est pas local, du coup, c'est compliqué de valoriser les actions là-dessus. Mais celui-là, il est hyper intéressant. Et nous, il nous amène à faire plein de choses différentes avec la ville de Paris, avec le quartier, etc. Et très franchement, je pense que c'est des choses... Bon, nous, on est très drivés par cette histoire de local. Mais on constate, pour nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est-à-dire que ça fait quand même atterrir des préoccupations très globales sur le climat, etc., dans la vie des gens, et y compris le travail quotidien de l'équipe. Merci, je vais essayer de faire assez vite. Un des IBM, notamment celle qui est le plus important pour nous, c'est la préservation de ressources, qui aujourd'hui va se retrouver donc dans gestion environnementale et circularité dans les nouveaux standards. Pour nous, c'était très important et très appréciable que B-Lab, déjà dans des IBM actuels et dans l'évolution des standards aussi, se pose des questions sur vivre dans les limites planétaires, donc utiliser moins de ressources et dans un schéma spécifique respectant donc l'importance de chaque action. Nous faisons des produits réemployables. Salut mes amis, oui. Et donc ça, c'est quand même plus impactant que le recyclage. On est bien d'accord. Donc, on sort aussi d'un système un peu faux équivalence, circularité à la waouh, et on va remettre en fait dans l'ordre les actions par importance et donner plus donc d'importance à ceux qui ont le mieux, l'impact le plus positif dans cette chaîne. Merci. Alors, on disait en propos introductif que le grand enjeu qu'est le nôtre, et pas seulement le nôtre d'ailleurs, c'est de savoir équilibrer une forme d'exigence supplémentaire à une accessibilité accrue. Je pense que sur l'exigence, on a plutôt pas mal traité la question. Sur l'accessibilité, pas mal de choses peut-être à porter à votre connaissance rapidement. En ce qui concerne les modèles d'affaires impact, il y a des études publiques gratuitement accessibles, notamment produites par Utopie, que je vous conseille vivement. Pour moi, ça a été une mine d'or dans la quête de nouvelles idées pour faire advenir un modèle encore plus contributif du côté de Nord6, et c'est tout le bien que je vous souhaite. On a les formations B-Leader qui ont été créées pour accompagner tous ceux qui le veulent dans la meilleure compréhension de ces standards. Alors sur les nouveaux standards, ça ne va pas être tout de suite mis à jour, puisque vous l'avez compris, on a déjà une grande marche à franchir pour passer sur les nouveaux standards, et ensuite on adaptera le parcours B-Leader. J'avais aussi une question concernant les startups et les jeunes entreprises. Vous pouvez vous pencher sur le sujet. On a aussi créé un bootcamp pour, en quelques heures, vous aider à remplir l'ensemble du B-Impact Assessment et faire en sorte que vous prépariez en vue d'une éventuelle labellisation. Mais comme on le disait, c'est pas tant le but recherché. Le but recherché, c'est de progresser, et c'est une mine d'or pour progresser. Si demain, vous voulez l'obtenir ensuite, pourquoi pas, mais rien que pour ça, ça peut valoir le coup de faire un bootcamp. 2-3 choses que j'avais en tête. Est-ce que vous pensez à d'autres choses qu'on pourrait partager qui font qu'aujourd'hui Bicorp gagne en accessibilité?
Non, mais dire si tout le monde le sait pas, je pense que ça mérite d'être dit à chaque fois qu'on peut, que le BIA, il est gratuit, accessible en ligne à n'importe quelle entreprise dans le monde, n'importe quel secteur, même si vous en foutez complètement de la certification B Corp. Et que donc, le nombre d'entreprises, on est 9000, je crois, entreprises certifiées B Corp dans le monde aujourd'hui, et il y a 300 000 entreprises qui se servent du BIA pour s'évaluer, progresser, etc. Et ça ne changera pas dans les versions ultérieures, où, par ailleurs, la question de l'évaluation sur les IBM va devenir un prérequis. Donc c'est aussi intéressant. Toutes les entreprises devront s'évaluer, puisque dans le questionnaire B Corp, caricaturalement, vous avez une partie sur les impacts opérationnels qui est en gros la RSE, telle qu'on la connaît, voire un peu poussée, qui n'est pas pratiquée dans la plupart des entreprises. Donc ça vaut le coup de s'évaluer là-dessus. Et la partie sur les business models à impact, qui est un peu plus le sujet de la redirection, en fait. Et c'est 50% de questions sur l'un et 50% de questions sur l'autre. Et il y a le double de gisement de points sur les IBM. Donc l'objectif, c'est bien d'obtenir et de stimuler et d'orienter cette redirection. Et comme sinon les business models à impact, c'est un truc hyper flou que personne ne comprend, moi je trouve qu'à date, le BIA est le seul outil qui objective ça, puisqu'il y a 23 IBM prédéfinis, plus quelques-uns dans les suppléments sectoriels, que ça donne lieu à des points, à des scores qui sont et qu'en plus on a dans les 9000 entreprises B Corp plein d'exemples de boîtes qui ont, c'est ça qu'on regarde dans les publications, plein d'exemples de boîtes qui ont, les IBM, ils sont notés en général sur 30 points, et dont plus un, celui sur le développement professionnel qui est noté sur Workforce Development qui est noté sur 60 points, et la moyenne des B Corp a 13 points en IBM. Donc la marge, elle est énorme. Le gisement de points que ça représente, et toutes les entreprises qui ont des scores très élevés, disons au-dessus de entre 150 et 200, sont des entreprises qui ont 3, 4, 5 IBM avec des scores hyper élevés. Donc c'est vraiment très intéressant de regarder ce que ça veut dire et ce que font, c'est ça qu'on essaie de regarder dans ces publications avec Bilab, ce que font concrètement les boîtes qui font ça, et sur quoi ça repose d'avoir un score qui est, mettons, 20 sur 30 ou 50 sur 60 dans les IBM. Je crois qu'on arrive au bout de ce court voyage, mais peut-être long pour vous si vous êtes là depuis ce matin. Le thème de ces UED, rediriger, vous l'avez compris, c'est un vaste projet complexe qui nécessite d'apporter la preuve que ça a de la valeur ajoutée. Je fais encore écho à la question de Benjamin tout à l'heure. Vous mesurez sur un impact score qui peut être un premier pas très intéressant. Allez regarder le BIA, ne serait-ce que pour trouver des idées. Essayez de voir ce que vous devriez avoir à prouver demain. C'est une autre façon d'aller un cran plus loin. Définir une raison d'être, devenir une société à mission. Tout ça, c'est très complémentaire et on a besoin de ces outils. C'est pour ça que nous, au niveau de Bilab, on a envie de continuer à interagir avec ces écosystèmes et ces autres réseaux pour faire advenir ensemble une autre façon de faire vivre le monde économique. Avec tout le plaidoyer qu'on devra porter, mais avec des éléments de preuve. C'est pour ça que plus d'entreprises le feront, plus on pourra porter une voix commune et avoir une influence forte. Je vois qu'il est -5, l'avantage c'est qu'il n'y a personne après nous, donc s'il y a encore 2-3 questions, on peut les prendre, et puis ensuite je fais dans l'ordre, et puis ensuite on pourra se libérer pour aller, je crois, à l'apéro pour ceux qui restent. Voilà, qui me redonne de l'énergie. Merci. Petite question sur la consultation et l'évaluation de l'impact par les parties prenantes. Est-ce que ça fait partie d'exigences? Est-ce que c'est autodéclaratif ou est-ce qu'on va un peu plus loin dans comment on questionne, comment on engage les parties prenantes sur cette évaluation? Là, vous parlez de la consultation avec les parties prenantes au sein de l'entreprise dans les nouveaux standards, c'est ça ? Dans les nouveaux standards. Oui, dans toute la première thématique mission et gouvernance des parties prenantes, il y a tout ce volet comment de prouver comment l'entreprise organise son dialogue avec les parties prenantes, comment elle récupère du feedback, comment elle co-construit sa stratégie, ses actions, etc. Donc ça concerne certaines exigences. Ça sera pour toutes les entreprises. Il y a vraiment ce sujet de comment l'entreprise organise ce dialogue. Et clairement, il y a une progressivité. Donc, si vous ne faites que discuter une fois par an autour d'un apéro avec vos parties prenantes, vous n'aurez pas le même score ou la même performance que si vous impliquez les parties prenantes dans l'évaluation de votre performance, la révision de la performance, de la stratégie, etc. Merci pour vos interventions. Une question sur l'évaluation de l'utilité du modèle d'affaires.
Squeeze, si j'ai bien compris, est une des entreprises B Corp qui a le plus haut score. Pour l'anecdote, c'est pas très important, mais il y a plus de gourdes en France que de Français. Et donc je me posais la question de savoir si il y avait des domaines d'activité. Je pense à, je sais pas moi, la malbouffe, la grande distribution non spécialisée, la fast fashion, l'industrie pétrolière, aéroportuaire, aéronautique, la production de pesticides, qui étaient spontanément écartés d'une possibilité d'être évalués par B Corp. Je peux répondre, on peut tous répondre. Je réponds au nom de nous tous. Oui, il y a une longue liste en fait d'inéligibilité. Vous m'avez compris, merci, pardon. Et c'est ça dont parlait aussi Amici par rapport aux exigences de base, puisque parfois, on a même fait face dans l'audit à des cas de figure qu'on n'a jamais vus. Et qui ont du coup malheureusement mis en attente en fait la labellisation de certaines entreprises. Mais tout ça, encore une fois, est public. Il y a les industries exclues, évidemment la pornographie, drogue, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle les industries ou des activités controversées, comme l'eau en bouteille ou la lait maternisé. Il y en a plein d'autres, il y a 13 à peu près, il me semble. Et à chaque fois, B-Lab a fait un énorme travail avec beaucoup de parties prenantes et des experts de tous les secteurs dans le monde pour établir une position là-dessus et dire, OK, si vous êtes dans cette industrie qui est ni super, ni rien, quels seraient donc les standards ou les exigences supplémentaires à lesquelles vous devez adhérer pour pouvoir être labellisé B Corp. Et c'est pas facile, je peux vous dire ça. C'est pas facile et c'est long. Non, c'est long, je vais me prendre celui-là, c'est long. C'est long parce que par exemple, moi j'ai un client dans les maisons de retraite qui était certifié. Enfin, je veux dire, ils avaient un score largement au-dessus des 80. Ils ont soumis le questionnaire. Et puis, du coup, l'équipe de B-Lab s'est plongée dans le sujet parce qu'il y avait moins de... C'était pas une catégorie qui était très représentée pour l'instant, c'est tout. Et puis, évidemment, plus c'est un secteur, c'est un puissant fond quand on plonge et qu'on regarde les enjeux. Et donc, finalement, ils ont décidé que le secteur était controversé et que donc, il fallait faire ce travail d'engagement des parties prenantes pour faire un référentiel spécifique au secteur. Et du coup, mon client, il est le bec dans l'eau avec sa certif qu'il attend, qu'il a eu le malheur d'être celui qui lève ce lièvre. Voilà, bon, c'est un exemple. J'avais eu 3 mains levées, voilà, peut-être une dernière, et puis je pense qu'après on va se libérer. Je me demandais, comme vous avez évoqué beaucoup les ponts entre les standards et les différents labels, et le fait que ce soit des labels volontaires, ça m'évoque directement le marché du carbone volontaire. Et je me demandais si vous alliez vous positionner comme la CSRD s'est positionnée contre, il me semble en tout cas, les crédits carbone, l'utilisation de crédits carbone. L'utilisation de crédit carbone dans le fait de, je sais pas si ça marche encore, dans le fait de comptabiliser des émissions. Et donc je me demandais comment vous preniez en compte ça, vu que vous avez des ponts entre les différents éléments et entre différents standards. Comment ça se prend en compte dans vos standards ? Pour répondre assez vite, donc, du coup, il y a ce pont justement avec les CSRD, et donc on s'aligne sur eux pour éviter d'avoir des mesures différentes. Mais très clairement, on évite la compensation, et c'est aussi lié aux green claims. Tu as une entreprise qui va dire qu'elle est neutre, alors qu'en fait, elle va acheter ses crédits de CO2. Et donc ça, pour nous, ça, justement, quand on fait le bilan carbone, on demande un bilan dans les nouveaux standards qui exclut la compensation. Donc de ce point de vue-là, on s'aligne aussi sur eux et on essaye de voir, et c'est vraiment tout l'esprit de ces standards, c'est de voir qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui a un vrai impact au final sur la société, et qui est toujours dans le thème de ce redirection, parce qu'on s'est dit en fait on se perd dans plein d'autres considérations, et en espérant donc avec ces modèles d'impact et ces thématiques définies pouvoir parler de sujets concrets et pas juste de parler de choses un peu abstraites qui finalement ne parlent à personne. Donc la question en fait est oui. Enfin la réponse est oui. Bon messieurs, dames, j'ai une bonne nouvelle, ça y est, c'est terminé, vous êtes au bout de votre tunnel de conférence de la journée, merci d'avoir tenu bon. Peut-être une dernière question, qui pense vraiment connaître B Corp ? En se levant.
C'est mieux. Merci beaucoup, passez une bonne fin de journée et on reste un peu dans le coin si jamais vous avez encore des questions.